gardien ou prisonnier du secret, quand signaler, quels sont les enjeux. Alors je vais parler un petit peu de ma place de pédiatre, du coup responsable de ce groupe Enfance en danger, où on est confronté quotidiennement aux situations d'enfants en risque de danger ou en danger. Et voilà, comme je suis médecin, de la place un peu préférentiellement de ce médecin face à ce dilemme du signalement ou de la révélation du secret. Alors, c'est hyper bien, c'est super. Donc, bon, c'est un peu lourd, hein, mais vous aurez le topo. L'objectif, c'est pas de tout dire. Ça, vous l'avez eu un petit peu, je crois, ce matin. Voilà, les situations de danger, les situations de sévices, on est tous soumis au cadre de la loi, au cadre du code pénal, où théoriquement on a obligation de porter secours et obligation d'informer les situations de danger encourues par un enfant. Et nous, dans notre place de médecin et d'autres fois, autrement, des fois dans la place de professionnel, enfin, particulièrement en tant que médecin, on martèle pendant tout notre cursus sur le secret médical, le secret médical, le secret médical. Il a toute son importance, mais on verra plus tard, finalement, quand on est soumis à ces situations de maltraitance, on se retrouve un petit peu, je dirais, le cul entre deux chaises, puisque c'est la réalité du terrain. Donc, normalement, tout ce qui est venu à notre connaissance, on doit le garder secret. Et puis, si jamais on révèle ce secret, eh ben, on peut être puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc, jusqu'où va le secret? Et il y a une autre chose qui, à chaque fois que je suis dans un jury de thèse, qui me trouble maintenant que j'ai cette expérience, c'est qu'à chaque, je ne sais pas si vous avez déjà une thèse, à chaque fin de thèse, sachant qu'en plus à Montpellier, c'est bien ritualisé, il y a une bonne tradition, on lit le serment d'Hippocrate et, admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés, reçus à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre mes mœurs. Et ça, à chaque fois que les jeunes internes, futurs médecins, quand ils lisent le serment d'Hippocrate, ça y est, ils sont médecins. Et juste avant d'être médecin, moi qui milite pour qu'on signale plus, ils disent ça et moi je tremble un peu. Alors je ne veux pas remettre en question les bases et Hippocrate, mais ça reste des textes qui sont là depuis des années, mais qui restent dans la tradition médicale. Et donc on nous imprègne quand même de ce secret, de cette importance de taire ce qu'on voit. Et du coup, là, on passe outre l'intérêt supérieur, notamment de l'enfant. Bon, on a quand même d'autres versants législatifs qui nous permettent de lever le secret. Donc, je crois que le Code de l'action sociale et des familles concernant le secret professionnel, ça a pu vous être dit ce matin. Toute information préoccupante sur un mineur en danger risquant de l'être. Lorsque cette information est couverte par le secret, sa transmission est assurée dans le respect de l'article 226.2 qui nous permet de lever le secret. Et nous, on a en plus le code de déontologie médicale. Quand il y a l'enjeu de l'intérêt de la santé de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant, on peut aussi lever ce secret. Mais alors, je ne vous ressors pas les statistiques, mais pour ceux, apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont dans le champ de la protection de l'enfance. Les médecins ont des mal vus concernant la réalisation des informations préoccupantes et des signalements, puisqu'il y a quelques années de ça, il avait été noté dans la proportion d'écrits qui sont faits sur le plan national, enfin, c'était une petite étude, enfin, c'était sur un échantillon, il y avait moins de 5% des signalements qui étaient faits par les médecins, donc ça réapparaît dans plein de textes ou de formations. Et moi aussi je le ressors parce qu'on n'est pas très bon, mais, et c'est vrai aussi même à Montpellier, il y a des personnes qui m'appellent, ils ont eu comme service ressources le Conseil de l'ordre des médecins et même le Conseil de l'ordre des médecins, mais vraiment très en avant cette problématique du secret médical, de comment, voilà, quand on nous confie un secret, qu'est-ce qu'on en fait? Donc les choses évoluent, mais on a tendance dans le cursus médical à mettre plus en avant plus d'importance au secret qu'à la levée du secret, ou l'importance du dépistage ou de la révélation des situations de maltraitance. Du coup, on est dans ce contexte.
Et dans ce contexte, la loi avait, en novembre 2015, ils avaient modifié un petit peu la loi en disant, pour favoriser le signalement, que le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. En pratique, moi, le message que je transmets, c'est qu'il y a beaucoup plus de risques de ne pas signaler que de signaler. Mais je pense que quand on est médecin et quand on est face à une situation de maltraitance, on est dans une sorte de paradoxe. Pareil, on nous martèle, voilà, le rôle du médecin, donc on est un petit peu maintenant à distance du rôle que patriarche ou paternaliste du médecin. On nous dit qu'il faut prendre soin, être dans l'empathie. Encore plus quand moi je suis pédiatre, voilà, avec les enfants, c'est notre cœur de métier aussi d'accompagner les parents, d'être dans le soutien pour les parents, les accompagner dans leur parentalité à la maternité, les accompagner parce que leur enfant est hospitalisé. Donc on est dans l'écoute, dans le soutien, dans l'empathie. Et beaucoup de médecins et de pédiatres ont l'impression que quand ils vont être dans une situation de signaler ou faire une information préoccupante pour un médecin, ils sont plus dans leur rôle de médecin, ils vont avoir ce sentiment d'être contre les parents et ils n'y voient pas suffisamment l'intérêt de l'enfant, je pense, et ça fait partie des freins au fait qu'il y a des médecins, et même moi je sais très bien qu'au sein de l'hôpital, il y a certains de mes confrères que je vais avoir du mal à convaincre d'entrer dans une démarche d'information préoccupante ou de signalement. Ils ont le sentiment qu'ils vont juger la famille, qu'ils vont les sanctionner. Et puis, il y a aussi un sentiment de perte de contrôle. C'est-à-dire que là, je ne maîtrise plus tout, je délègue au conseil départemental. Oulala, le conseil départemental, je ne sais pas ce qu'il a. Non, je suis une grande, je vous défends, vous inquiétez pas, mais c'est vraiment ça. Ou la PMI, oulala, la PMI, les services sociaux, ils ne font rien. Ou la justice est là, mais la justice, on n'a jamais de retour, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, c'est sûr que dans le quotidien, on est sans cesse en train de dire « Mais non, mais là, vous ne le faites pas contre les parents, vous le faites pour l'enfant. Tu es pédiatre, voilà, ton cœur de métier, c'est la santé de l'enfant. Là, il y a un risque, il y a des enjeux pour la santé de cet enfant. Donc, cette démarche, elle est dans la continuité de ton travail de médecin. N'aie pas peur et confiance dans ce qui se passe derrière. Les pauvres services sociaux, la justice, elle a très peu de moyens, c'est encore pire que nous, donc il faut ce qu'ils peuvent. Voilà, donc c'est un peu le quotidien. Donc la question était, faut-il tout signaler? Donc nous, dans notre, les médecins et les soignants, on est face un petit peu à... je parlais de santé, et puis nous en médecine, on raisonne en termes de diagnostic. Et c'est vrai que poser un diagnostic de maltraitance, c'est pas si simple qu'on le pense. Des fois, c'est difficile de faire la part des choses entre une maltraitance avérée, une carence, on va dire un différentiel de référentiel, ne serait-ce qu'éducatif, mettre le curseur, on parlera après, sur le plan de l'éducation, c'est pas évident. Et puis, ça, ça va résonner pour tout le monde, les soucis de conflits parentaux, où l'enfant est au sein de ce conflit parental, ça c'est savoir est-ce qu'on va prendre parti pour un parent, l'autre parent ou l'autre. Et puis, hélas, les médias ont tendance aussi à véhiculer ça, il a été placé, c'était une maladie des os de verre, et pas une maltraitance, c'est horrible, tout ça. Donc, on est un peu toujours imprégné de ça, et je trouve que les médias, ils ne véhiculent pas encore le fait que c'est extrêmement rare, ces erreurs. Moi, j'ai plutôt tendance à diagnostiquer avec nos procédures plutôt les fragilités osseuses que le contraire. Mais c'est un peu ce qui est véhiculé. Donc, avec ces médias qui s'emparent plutôt de ça, on est dans une situation où les médecins se sentent fragiles, vulnérables, voilà, c'était le mot, vulnérables quand ils commencent à mettre le pied dans une situation de suspicion de maltraitance, vulnérables et déstabilisés parce qu'ils ne sont pas dans la même posture qu'habituellement. Et il y a le problème de prise en charge d'évaluation. Est-ce que je suis dans une situation de risque de danger ou pas, de danger? Est-ce qu'il y a urgence à mettre telle ou telle mesure? Donc des fois, on est quand même un peu, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, et on reste dans le secret. Donc dans la suite, faut-il tout signaler? Alors normalement, il y avait un autre... Alors,
Normalement, c'est barrer ça, parce que c'est pas bien. Docteur, je me sens en danger, c'est dans votre tête. Évidemment, ça ne faut pas, voilà, c'est de lui que... Donc normalement, il n'y a pas la croix qui apparaît, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est pas bien. Vous avez compris, c'est pas bien. Donc, l'évaluation, donc oui, normalement, il faut signaler une situation de danger. On nous dit, la santé, la sécurité, la moralité, ces mineurs sont en danger. Bah ouais, mais elle me dit ça, la loi, mais qu'est-ce que je mets dans cette balance danger? Donc on parlait du diagnostic, et après on est dans les situations de... Voilà, le diagnostic pour l'enfant qui a un bleu et qui a des fractures multiples, ça ne me pose pas de souci. Le diagnostic du bébé secoué, j'ai des recommandations, ça ne me pose pas de souci. Mais le problème, c'est que le quotidien, qui est le vôtre, qui est le nôtre, c'est toutes les situations où on est entre deux. Donc dans quel cas on fait rentrer, cette situation? Est-ce que réellement c'est une situation de danger? Donc on est sur la problématique du curseur et la problématique aussi du référentiel, puisque je parlais sur le plan éducatif, on a dans la salle, tout le monde a son référentiel sur ce qu'est une bonne ou une mauvaise éducation. Donc il va falloir qu'on compose avec les attentes de chacun, en ayant théoriquement, pareil, cette histoire de réponse aux besoins fondamentaux de l'enfant, tout ça, mais qui n'est pas si simple. Après, il y a une question d'expérience. Je vous disais, oui, les réticences sur les services sociaux, sur la justice. Il y a certains médecins, ils ont eu une mauvaise expérience, on n'a pas fait un retour, et ça bloque. Et là, eux, ces personnes-là, enfin, c'est pas que les médecins, on va avoir du mal à les refaire signaler. Et puis, un problème de gestion des émotions. Parce que on peut être pris d'empathie alors pour l'enfant ou pour la famille. Et il y en a où on sent bien, où il peut y avoir une sorte de fascination, enfin, oui, une fascination de savoir qu'est-ce qu'il a pu se passer dans cette histoire, comment, voilà, cette transmission transgénérationnelle, c'est un truc de fou quand même. Voilà. Et puis la sidération. Alors là, j'y arrive pas. Ça, c'est décrit particulièrement pour les médecins, c'est ce qu'on appelle l'aversion de voir. Voilà, il y a un gros frein où on n'y arrive pas, on est paralysé. Alors, il y en a là, j'essaye d'avoir d'autres personnes qui veulent travailler avec moi, mais il y en a nos jeunes, elles disent ah non, 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 on les voit, elles se décomposent, alors, et ça leur fait vraiment très très peur. Et du coup, c'est typiquement ces personnes. Alors, si elles connaissent leurs limites, c'est bien, parce qu'elles vont peut-être aller, dès qu'il va y avoir une situation, elles vont aller chercher la personne ressource, si elles ont une personne ressource. Mais le problème, c'est quand on ne connaît pas ses limites, c'est compliqué, parce qu'on va toujours avoir tendance à présenter le dossier comme tout va bien. Après, au contraire, j'ai certaines collègues, elles me présentent le dossier toujours un petit peu à charge. On reprend les choses une par une. Quand on démêle, ça va mieux. C'est de l'humain, c'est de l'humain, et tout ce qui est en lien avec l'humain peut avoir une part de subjectif de tout ça. Donc, ah bah elle est apparue là. Je suis contente, parce que ça y est. Donc ça, c'est les solutions en théorie. Nous, on n'a pas besoin d'avoir des certitudes, il ne faut pas rester seul, et prendre du temps pour ne pas perdre de temps. En théorie. En pratique. Alors, la pratique, voilà. Alors, la pratique, le quotidien. Alors, il faut faire face aux parents. Les parents, alors voilà, vous avez dit, on va voir si je peux être manipulée, tout ça. Voilà, c'était un petit peu ce que vous attendiez. Bah oui, on est clairement influencé par les parents qui sont en face de nous. Alors nous, on donne les avis sur les enfants aux urgences, les enfants hospitalisés, j'ai un circuit de consultation. Donc la semaine dernière, j'ai vu une maman, je la suis parce que c'était une histoire de traumatisme crânien, mais il y avait un petit peu trop de lésions, un petit peu trop de sang, on va dire, et puis on fait le bilan avec la radiographie du squelette, et il y a quelque chose de douteux sur une fracture de la clavicule. Donc le reste de l'évaluation était plutôt rassurante, elle n'avait pas d'argument formel pour une maltraitance, et on la suit. Du coup, il faut suivre parce que les radiologues disent c'est peut-être quelque chose de congénital, cette image au niveau de la clavicule. Donc on prend le temps parce que c'est un bébé de 3 mois, donc les enjeux ils sont hyper compliqués, c'est qui tout double.
c'est où j'ai laissé partir chez lui un enfant qui risque de subir des violences. Mais après, si je le fais par excès, je veux pas, voilà, en termes d'attachement, s'il est placé, si je commence à écrire un écrit médical à cet âge-là, le procureur peut prendre une OPP, donc c'est compliqué. Donc là, on est sur le fil. Et c'est des parents qui présentaient extrêmement bien. Donc la maman, je la reconvoque, je la revois avec une radiographie. Alors moi, j'avais, voilà, la radiographie, elle est toujours en faveur des parents. Enfin, si c'est en faveur des parents, c'est plutôt en faveur de l'enfant. Mais je ne pouvais pas conclure, donc j'explique qu'il y a le suivi, et elle me ramène tout un joli petit carnet. Elle a appelé l'ostéopathe, elle a appelé la puéricultrice de PMI, elle a appelé le médecin. Ils ont tous, voilà, elle ramène des attestations, plein de justificatifs en disant, vous voyez, je voulais vous montrer que tout est bien. Mais en plus, cette dame, j'avais toute confiance en elle, enfin, j'étais pas... Mais elle a senti mon venir, donc comment? Ça devenait douteux. Bah, non, pour le coup, elle m'a pas... Mais c'est vrai que c'était curieux, mais bon, c'était des gens qui avaient tout fait comme il faut, je pense, quoi. Mais c'est sûr qu'ils viennent essayer, d'une certaine façon, qu'on garde les choses, prouver, ils font leur défense avant l'heure, là, c'est clair. D'autres exemples. On a eu récemment un enfant qui est venu pour... la mère a entendu un bruit dans la salle de bain, le père a dit qu'il n'y avait pas tout particulier, et puis après il découvre une bosse, et derrière cette bosse, il y a une fracture du crâne. Il y a une fracture du crâne, et puis aucune explication. Une fracture du crâne, aucune explication. La radiographie, le reste des éléments sont plutôt rassurants, mais nous, on en était, il est tout petit. C'est encore un nourrisson de 5 ou 6 mois, je crois. Donc, on veut comprendre. Donc, effectivement, on fait un écrit au niveau du procureur, il y a une enquête, et puis la psychologue le voit, et on apprend que... Alors là, on va au-delà du secret, parce qu'apparemment, la mère nous dit que le père entretient des mensonges très très régulièrement, qu'elle est quasiment convaincue qu'il s'est passé quelque chose de l'autre côté de la porte, mais le père, il n'y a rien qui ressort. Et puis derrière, au niveau de l'enquête, la première chose qu'il dit quand il est interrogé, c'est bah oui, je l'ai fait tomber de la table à manger. Et ben ça nous va. Mais c'était trop, voilà, c'était trop compliqué pour ce père. Il savait que la mère, elle le traquait sur le moindre mensonge. Il y avait des gros flottements dans ce couple. Donc il n'a pas pu nous dire ce secret dans la salle de bain qu'il a fait. C'était trop difficile pour lui d'admettre cette erreur, alors que du coup on a enclenché des choses terribles. La mère, on l'a revue en consultation, elle m'a envoyé un mail, c'est pas souvent, hein. Elle m'a dit qu'elle est arrivée à ma consultation en ayant peur d'être jugée, que c'était terrible, qu'on la prenne pour une mauvaise maman, et puis finalement je l'ai rassurée, parce que ça reste un accident, et cette maman derrière, elle n'avait pas pu supporter qu'il y ait eu un nouveau mensonge, donc elle s'était séparée, elle avait mis des choses en place pour la protection de l'enfant, parce que c'était vraiment lourd. Et ces secrets, c'est dans les maltraitances, par exemple pour le bébé secoué, il est vraiment décrit que la violence, elle se passe dans la chambre, en pleine nuit, parce que, alors désolé pour les hommes, il n'y a pas trop d'hommes dans la salle, c'est souvent une figure masculine, hein, qui ne sait pas comment gérer son tour de garde des pleurs de l'enfant en pleine nuit, qui est fatigué et qui a un geste impulsif qui peut durer quelques secondes et qui fait vraiment des dégâts. Et puis après, ce qui se passe, c'est que l'enfant, le geste fait que l'enfant se calme. Et le lendemain matin, voilà, il présente des symptômes qui entraînent une consultation. Et face à vous, vous avez une maman qui ne comprend pas. Est-ce qu'il a une gastro parce qu'il vomit? Il a fait un malaise, je suis extrêmement inquiet, le papa accompagne. Et la situation peut durer longtemps où la mère, elle est dans la même naïveté, on va dire, que nous, finalement, de ne pas savoir ce qui s'est passé. Ils ne sont pas complices. Ce qui est décrit sur le bébé secoué, c'est que c'est tout seul. Parce que s'il y a un témoin, c'est trop violent. Le témoin qui serait là, il serait trop... Voilà, il aurait tellement le sentiment d'une mort imminente que finalement, c'est jamais témoin.
Donc, il y a ces secrets et des fois, il y a un moment de révélation. On a eu une situation où c'était un manipulateur radio d'un centre hospitalier qui avait fait des nuits, qui était épuisé. Et donc, il y a eu un passage à l'acte sur une nuit, et dans les 24 heures suivantes, l'enfant s'est dégradé, il avait des symptômes dits neurologiques. On a fait une imagerie cérébrale, il a été transféré en réanimation, et en réanimation, à un des médecins, il a dit c'est moi, c'est moi. Et c'est très rare, c'est exceptionnel que ce type de secret sorte à l'hôpital. Souvent, c'est dans la suite de la procédure judiciaire, ça c'est décrit. Donc, on peut être aussi, on se retrouve face à une révélation du secret qui est hyper difficile à gérer. C'était la panique. C'était la panique dans le service. Qu'est-ce que je fais de ça? Alors, c'est vrai que sur le plan, alors je pense qu'il y a des juristes dans la salle, finalement, faute avouée est à moitié pardonnée. Ce papa, on l'a croisé dans les formations que je fais dans le même centre hospitalier. Oui, nous on est un peu gardiens d'un secret parce que quand on voit les familles, on sait très bien qu'il s'est passé quelque chose. On le sait sur des éléments factuels, objectifs, médicaux. Mais on ne peut pas dire à la mère, mais madame, enfin, dit comme ça s'est passé, que le malaise, ou des fois, l'enfant fait le malaise et juste après le secouement, et il y a le papa qui appelle l'autre. Et nous, si on nous raconte ça, on sait que c'est le papa. On sait que c'est le papa, mais on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Donc on se trouve gardien dans un secret hyper lourd. On a une situation, celle dont je te parlais, une maman sur une dite chute de table allongée, elle commence par dire à l'accueil, il est tombé de la table allongée, c'est le papa. Et puis après, plus tard, elle dit non, c'est moi. Et puis dans les suites, il a trop de lésions. Voilà. Il a trop de lésions intracérébrales, il y avait quand même 2 bleus, il avait 3 mois. Et bon, dans la suite de l'histoire, le signalement, c'est un petit peu merveilleux, on va dire. Et moi, je les ai revus, et après discussion avec le pédiatre, le neurochirurgien, j'étais convaincue qu'il y avait eu un geste maltraitant différent de l'accident. Et je vois les 2 parents, et c'est compliqué. Je pense que, comme on savait très bien, le père était en déplacement. Moi, j'avais face à moi l'auteur présumé, je savais qui c'était. Et je devais tenir un discours le plus clair possible du monsieur, madame, en fait, il s'est passé, enfin, je sous-entendais, je leur ai dit, il y a une incohérence, il y a quelque chose qui ne colle pas. Des fois, quand on nous pousse, là, on va dire oui, il y a dû avoir un geste inadapté pour l'enfant. Et nous, là, on est détenteurs d'un secret. Après, ces gens-là, c'est sûr que on a discuté en réunion pluridisciplinaire, j'ai fait une information préoccupante derrière, parce que le signalement, a priori, ça allait envoyer, parce que c'était des personnes, ils étaient dans un parcours fixe, ça faisait 3-4 ans qu'ils voulaient cet enfant. C'était inimaginable pour tous que ce parent il ait pu être maltraitant. C'était des parents extrêmement intelligents, intégrés sur le plan socio-professionnel, c'était hyper déstabilisant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, quand je les ai rappelés en disant on en a discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire, je vais faire une information préoccupante, j'ai senti cette maman, voilà, ils insistaient, ils ont fait une sorte de petit chantage en disant mais vous ne respectez pas nos droits, on va porter plainte, tout ça, c'est sûr qu'ils nous mettent... et ils m'ont déstabilisée, moi j'étais mal parce que ces parents, j'avais l'impression que c'était pas moi, mais c'était, moi je suis parent. Il y a des fois où on a l'impression c'était hyper désagréable d'être la méchante alors que moi j'étais dans la protection de l'enfant, mais eux ils étaient incapables d'entendre qu'il y avait pu avoir, et j'étais vraiment dans la protection de l'enfance parce que je sais qu'il s'est passé quelque chose de grave pour cet enfant et je suis intimement convaincue qu'il y a eu un geste de secouement et je suis très inquiète pour cet enfant. Mais comment retranscrire aux parents et ne pas être... voilà, comment... on peut pas dire... je peux pas dire au papa, votre femme, elle l'a maltraité. Je peux pas dire ça. Donc je respecte une sorte de secret et j'entretiens finalement une sorte de secret parce que c'est pas mon rôle de le dire. Et ça, c'est délicat. Après, moi, vous avez été privé, hein.
Et après, il y a ce qui n'est pas imaginable dans ce qu'on nous livre. Ah, je pensais que j'allais pas réussir à j'avais pas suffisamment. Ce qui n'est pas imaginable, c'est aussi une maman qui était venue une fois pour une maison à l'âge d'un tout petit, un nourrisson de 7 mois. Elle est venue pour une constipation. L'anus était dans un état pitoyable. Et cette maman, donc il y a un moment donné, elle a compris que comme c'était le papa tout seul avec l'enfant, quand on lui a expliqué que c'était pas une constipation, c'était vraiment pas possible, il y a eu un moment, voilà, je vais prendre un avocat contre le papa, tout ça. On l'a revue 2 semaines après. Elle allait prendre le dossier et elle allait défendre son mari parce que c'était une constipation. Mais imaginez, mais c'est tellement, c'est impensable. C'est impensable d'imaginer que son parent, enfin l'autre parent, le père, son conjoint, a pu faire un truc aussi horrible. Donc, là, et nous aussi, les équipes, des fois, sur les 2 situations de lésion anale, ça a merdoyé un petit peu, on a mis du temps parce qu'on était tous pétrifiés, là, on était sidérés. Je vous parlais de sidération, pas parce qu'on était sidérés parce que c'était impensable, c'est inimaginable. Il y a des fois, je dis, oulala, faut pas que j'intellectualise trop, là, je ne fais pas. Alors des parents, ils me disent, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Mais moi, je m'interdis d'imaginer ce qui a pu se passer, ce type de situation. J'ai dit, c'est pas ma partie, mais il ne faut pas, parce que si je commence à être là-dedans, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, quoi. Je pleure, voilà, je passe à l'acte. Mais voilà. Donc le secret dans le quotidien, il y a aussi, parce que le moment de consultation, c'est aussi le moment de la résurgence des secrets, finalement. Vous parliez des trucs transgénérationnels. Nous, sur la problématique de comportement sexuel, voilà. Ces enfants qui jouent, des fois on dit à se touche pipi, les enfants de 3-4 ans à la maternelle, les parents qui sont extrêmement inquiets. Là, en consultation, on va à un moment donné, mais qu'est-ce qui vous embête? Je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi inquiet. Et là, j'ai subi ça, il y a ma soeur, il y a un tel. Donc là, on est un peu réceptacle du secret et ça met les gens très mal. Des fois, où il peut y avoir prescription, où il y a une procédure, mais c'est pas. On recueille ce secret. Et puis, parents passifs-phaseux, c'est des antécédents. Il y a des fois aussi des situations, on n'arrive pas, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, on tourne autour, et puis après on met le doigt. Ils ont une histoire compliquée de placement, tout ça. Et ça aussi, avec l'arrivée de l'enfant, il va y avoir on va repérer des petites choses. Et c'est tabou de passer de l'ASE, mais finalement quand on va mettre le doigt sur ce secret, on va réussir à travailler d'autres choses avec les parents, parce qu'on essaie au maximum de pas, même si on sait que c'est un élément de vulnérabilité pour les parents d'avoir un parcours ASE, on essaie d'emblée de ne pas les étiqueter trop ex-placés, et quand le secret sort, on arrive à travailler sur d'autres choses, mais il faut faire sortir le secret, parce que c'est des choses qui sont vraiment un petit peu, des fois, assez enfouies. Les secrets du professionnel, dois-je partager mes doutes? Moi, il y a des fois, je dis, je ne sais pas si je vais en parler, parce que ils vont même certains, à certains moments de sa vie, de ma vie, le moment où je suis enceinte, le moment où j'ai un bébé qui a tel ou tel truc, je ne vais pas avoir la même analyse des dossiers, parce que je suis... Et je dis, je sens cette maman, je trouve qu'elle est hyper bien, j'ai pas envie d'en parler, parce que si jamais le collègue il me dit non, je vais pas être non. Donc ça, c'est aussi des trucs des fois un peu naturels, où nous aussi, on a envie de garder ce secret. Il y a un truc qui a tilté, mais j'ai pas envie de le dire parce que je le sens pas. Donc des fois, peut-être qu'il faut pas tout signaler. Est-ce qu'on a le droit de faire la part de nos intuitions? C'est à discuter. C'est pas encore... Voilà. Et puis, on en a parlé à la conservation des secrets. C'était rigolo, enfin c'était rigolo, je sais pas si c'est rigolo. On parlait du fait que, voilà, on parlait des dossiers médicaux. Est-ce que dans le dossier médical, il faut garder ouvert, sans accès limité, le fait que l'enfant il a été victime d'agression sexuelle, qu'il a été vu en consultation du groupe Enfance en danger,
Mais moi j'ai dit bah oui, ça fait partie de sa vie. C'est vrai que quand il sera adulte, il y aura peut-être un moment où on prendra un dossier, mais je pense qu'il ne faut pas être dans le secret un jour, secret toujours. Oui. Là on fera des erreurs, donc ça le droit à l'oubli aussi. Comment ? Le droit à l'oubli. Oui. À un moment donné. Mais en fait, je ne sais pas à quel moment il faut... c'est juste que ça peut lui permettre aussi de comprendre certaines choses qu'il ne comprendrait pas dans son histoire. Hein. Donc non, ils ont tout à fait le droit de savoir ce qui s'est passé. Et ensuite, effectivement, de pouvoir le mettre dans leur histoire et de passer à autre chose. Oui. Mais non, il ne faut pas, je pense, faire comme si ça ne s'était pas passé parce que ça y est, ça va mieux. Enfin, il peut y avoir au niveau psychologique, après, des altérations et des difficultés qu'ils vont ressentir eux. Donc non, je pense que c'est important qu'ils le sachent à un moment donné. Bon, si on partage le même avis, c'est bien. Et après, il y a une situation où vous aviez peut-être été confronté. Je dirais, il y a le secret de l'adolescent, où, sur le plan du droit, quand ils ont subi une agression, que ce soit par un tiers ou intrafamilial, il faut respecter aussi s'ils n'ont pas envie de le dire aux parents. Et ça, c'est vraiment une situation. Quand on y est confronté, c'est un casse-tête. Hein. Je n'ai pas encore trouvé la clé. Donc, on nous dit qu'il faut au maximum essayer de convaincre l'adolescent de le dire. Et puis après, en plus, sinon, là, à un moment donné, on va se poser la question du signalement. Est-ce que c'est mieux de rompre un peu la confiance de l'adolescent et que ce soit nous qui lui apprenions plutôt que les parents soient appelés par la gendarmerie? Je sais pas trop, mais ça c'est... Je pense que là c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas, je pense, de situation type, il faut faire ça. Je pense que c'est vraiment ressenti de chacun. Et si vraiment on sent que le mineur est en danger et qu'il y a nécessité effectivement qu'il soit protégé par sa famille parce que sa famille paraît soutenante, oui, et puis lui dire, on va devoir le dire en fait, hein, et faire venir les parents, c'est toujours pareil, hein, on encadre, on est là, hein, donc de dire, mais nous on va, si toi tu as du mal à lui dire, nous on va en parler, tu peux rester là, on va leur poser des questions, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Après c'est toujours pareil, hein, c'est mieux d'arriver de respecter, on va dire, leur temps psychique, et donc que eux puissent faire ce cheminement de dire, il va falloir le dire. Mais ça c'est si on n'est pas dans l'urgence, et que c'est bon. Mais si on est dans l'urgence et qu'il y a vraiment une nécessité, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait, hein, parce que sur le coup ils vont peut-être pas être très contents, mais plus tard ils nous remercieront en fait. Voilà, je crois que... Super, merci.